Bonjour, j'espère que je vous retrouve en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu difficile, qui est le traumatisme qui peut marquer une vie. Et le titre, voilà, c'est Ne restez pas traumatisé. Mais comment savoir en fait si on est encore traumatisé? Bien souvent, c'est ça qui est difficile. On est capable d'en parler. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'en parler. D'ailleurs, pourquoi je vous fais ce sujet-là aujourd'hui? Parce que sur les 2 dernières semaines, voilà, les quelques dernières semaines, j'ai reçu au cabinet de nombreuses personnes et pour ces personnes, on a travaillé sur des traumatismes très lourds. Soit dans la première séance, lorsqu'elles sont arrivées, dans la grosse anamnèse que je fais avec elles, où il y a eu des traumatismes d'enfance répétés très graves qui ont été évoqués, ou parfois avec des personnes que je vois en accompagnement après avoir fait un accompagnement de base en sophrologie et qui se disent je reviens travailler des choses les unes après les autres et à certains moments, même pour des douleurs physiques qui enraidissent une nuque par exemple, on peut se retrouver à faire remonter des souvenirs compliqués. Et enfin, des séances d'hypnose qui avaient vocation, par exemple, à faciliter une communication en public. Et on est retombé sur des choses compliquées, des choses difficiles, des traumatismes extrêmement lourds. On appelle ça donc du choc traumatique. Un choc traumatique unique, ben voilà, c'est l'état de choc. Et lorsque cet état de choc a été vécu de manière répétitive, on arrive à cet état qui s'appelle l'état de stress. C'est un état qui est très compliqué, très douloureux à vivre. Et voici quelques exemples, voilà, de situations que des personnes ont pu vivre et qui m'ont été rapportées dans les dernières semaines ou sur toutes les années que j'ai pu partager, voilà, avec des personnes dans le cabinet. Ça peut être par exemple une personne qui a un souvenir qui remonte d'une dispute entre ses parents. Les mots de la personne, c'est que cette dispute dégénère, sa maman est au sol et son père est en train de la taper, il lui met des coups de pied. Puis son vocabulaire évolue vers, en fait, il est en train de tabasser ma mère. Vous voyez, elle est en train de poser des mots qui sont déjà beaucoup plus durs et beaucoup plus réalistes. Et elle se rend compte en fait qu'elle a assisté à une scène vraiment apocalyptique. Son père qui est en train de tabasser sa mère, qui est au sol. Et la jeune fille, qui est petite à l'époque, va être traumatisée. Ça peut être un autre jeune homme qui se retrouvait viré de chez lui toute la semaine. Dès que son père partait en déplacement, la belle-mère avec qui il vivait en profitait pour le mettre à la rue, le jeter dehors tout le long de la semaine. Et donc il a vécu de nombreuses années comme ça, à vivre à la rue toute la semaine, à essayer de trouver des abris, voilà, pour dormir la nuit. C'est pareil, ce sont des traumatismes de très haut niveau. On est dans l'état de stress. Cet état de stress, l'état de choc répétitif. Vous avez aussi une dame qui n'avait jamais vraiment parlé, mais qui le savait, qui savait qu'elle avait ça dans son histoire, d'être frappée régulièrement, parce que dans des moments comme par exemple les devoirs, ou lorsqu'elle avait pu être un peu insolente, en fait elle se faisait frapper. Et elle se souvient comme ça quasiment pendant 7 ou 8 ans de recevoir des coups de la part de son père très régulièrement. Vous avez une autre dame comme ça qui a été frappée par sa mère de ses 11 ans à ses 17 ans. Et à 17 ans, carrément, elle a été mise à la rue. Donc cette dame a vécu à la rue, longtemps. Et le père, vous voyez, assistait aux coups et ne disait rien. Donc il y a là de la violence physique de la part de sa mère. Les autres membres de la fratrie ne subissaient pas ces violences et le père ne disait rien. C'est donc un complice passif que l'on appelle au nom devant la loi, en fait, au nom de la loi. Toutes ces situations sont hautement traumatiques. Vous avez une autre jeune fille qui peut s'être retrouvée dès 12 ans à subir des attouchements sexuels de la part des autres copains de son âge. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse ici, non pas pour inquiéter les mamans, mais au contraire pour vous mettre en vigilance. Il y a de nombreuses mamans qui se méfient de l'agression sexuelle de la part d'un adulte, comme ça a pu arriver dans d'autres histoires de vie, où c'était un copain du papa ou un oncle. Mais c'est arrivé aussi régulièrement dans tous les témoignages d'abus sexuels, d'agressions sexuelles et de viols que j'ai pu entendre dans le cabinet,
que les personnes qui ont agressé avaient le même âge que votre enfant. 11 ans, l'autre gamin avait 11 ans. Voire même des fois 6 ans à la maternelle, où on se retrouve dans un endroit clos et on plotte de partout, on lève la jupe et on fait des choses. D'ailleurs, il y a des bleus. D'autres moments où c'est à l'adolescence, où les gamins s'alcoolisent et on fait subir à une des sœurs d'un des frères qui est là, on fait subir finalement des viols par l'ensemble de ces jeunes gens alcoolisés. Ça peut être une jeune fille qui était avec son compagnon, elle a 15 ans, elle lui a bien dit non, 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 je veux pas. Il a pris le droit quand même, et ça s'appelle du viol. Donc, méfions-nous toutes, méfions-nous tous, les parents, que les agressions sexuelles et les choses difficiles qui sont vécues, c'est pas forcément de la part d'un public beaucoup plus âgé que l'enfant. Donc, voilà, ne soyez pas non plus trop inquiets, mais voilà, je suis obligée de le signaler parce que je fais de nombreux groupes thérapeutiques, je travaille de nombreuses années avec beaucoup de femmes, et il m'arrive, je trouve trop souvent désormais, d'avoir entendu des scènes excessivement violentes, difficiles, des agressions sexuelles sur enfants, même de grands-parents, de la part d'une mère ou d'un père. Voilà, donc ne sombrons pas non plus à cause de cette vidéo dans la paranoïa. Mais voilà, les situations d'agression sexuelle peuvent être plus nombreuses et avec un public surtout qu'on ne soupçonne pas. Donc, je suis sûre que de toute façon, vous êtes déjà très prudent, très prudente, que vous êtes au courant de tout ça et vous faites attention à vos enfants. Donc, félicitez-vous de protéger vos enfants ainsi. Donc, il y a de nombreux traumatismes comme ça qui m'ont été rapportés. Des scènes de violence sur eux, répétées pendant des années, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Des scènes de violence vues de la part d'un enfant sur un parent, avec cette idée aussi de se dire « je suis caché sous le lit et en fait, je suis qu'un lâche ». Sauf en fait que ce qui arrive à l'enfant, c'est que quand il a 5 ans caché sous un lit, ou 7 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, même 17 ans, 18 ans, l'enfant n'est pas mature, on est mature à 21 ans, c'est-à-dire notre cerveau, il est fini. Voilà, pour le dire simplement, notre cerveau n'est pas fini avant 21 ans. Il y a l'âge où on commence à manger, il y a l'âge où on commence à marcher, où on commence à parler, il y a les âges où on commence à faire par mimétisme, il y a des âges où on apprend à, je sais pas, à développer ses oreilles, il y a des âges où on apprend la remise en question, d'autres âges où on développe ses capacités cognitives, d'autres moments où on développe nos capacités de mémoire, de remise en question, de oui, de non, de rejet, d'acceptation. Voilà, à 21 ans, on a dans notre cerveau et dans notre corps et partout, on est entièrement fini et on est capable de toutes les capacités qu'un être humain peut disposer. Je ne sais plus quelle est la phrase, remettez les mots dans l'ordre s'il vous plaît. Donc voilà, 21 ans, notre cerveau est entièrement constitué et on est à notre pleine capacité. Ça n'est donc pas du tout le cas avant, quand on est enfant. L'enfant, il est vulnérable. Il est comme prisonnier de la vie de famille. Il est complètement soumis à des adultes, soumis à des personnes d'autorité. Il n'est pas du tout en capacité de remise en question, de discuter, de prendre le pour et le contre. Lui, l'enfant, il est capable de recevoir de l'amour, de l'attention, il a besoin de sécurité. Il n'est pas en train de remettre en question un adulte qui fait quelque chose de difficile. Il n'est pas en train de se dire « il me semble que ce qui est en train de se produire n'est pas normal, je pense que je devrais en parler avec la personne, je n'ose pas ». Non, un enfant, il ne sait pas faire tout ça. Donc il prend, il reçoit et il apprend. Et un enfant, il apprend par mimétisme. Donc s'il voit quelqu'un être violent, il se dit « bon, ben ok, qu'est-ce qui est en train d'être fait ?» Et malheureusement, il risque d'être juste en train de se dire « bon, ben ok, il y a de la violence ». Donc cet enfant qui assiste à de la violence et qui l'a subi, il est en fait quasiment en état de choc. Mais pas quasiment, il est en état de choc. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et des états de choc répétitifs. Ça veut dire que cet enfant, il est privé de fuite. Il est privé de riposte. Il ne lui reste plus que l'état de prostration, en fait. De rester figé, paralysé, stupéfait, immobile. Parce que je vous rappelle que dans une situation de choc, il y a 3 réactions possibles. Soit on s'enfuit, soit on se bagarre,
soit finalement on reste complètement figé. Là, l'enfant qui vit des violences, qui y assiste, ne peut pas s'enfuir. Il ne peut pas aller faire sa valise, mettre des affaires dedans, mettre des chaussures, un billet de 50 € et dire salut les parents, je pars chez grand-père, grand-mère, ou les voisins, ou je prends une chambre d'hôtel. Donc il est prisonnier, il reste là. Il n'a pas le choix en fait de fuir cette zone de tension, cette zone de crise, cette zone de danger. Exactement comme lorsque vous êtes... alors exactement, l'analogie est un petit peu difficile, mais prenons une analogie forte. Quand vous êtes un otage en Colombie, ou je ne sais où, dans un pays comme ça, loin de chez vous, vous êtes otage. Bien sûr que vous pouvez faire des scénarios pour vous enfuir. Mais quand vous savez qu'il y a de la jungle, des kilomètres à la ronde, et qu'en plus, si vous êtes rattrapé par vos bourreaux, ils risquent de vous torturer ou de vous tuer, vous imaginez bien que vous n'êtes pas super enclin à échafauder tous les plans de la Terre pour être en train de fuir. Ça bride tout de même votre capacité d'imagination, ça bride votre courage. Les peurs sont extrêmes. Donc, il se peut qu'entre deux malheurs, vous soyez en train de choisir de rester là où vous êtes, en espérant et en attendant le jour de la libération. Eh bien, d'une façon différente, mais tout de même les mécanismes sont là. Un enfant, c'est pareil, il ne peut pas partir de sa famille, donc il est obligé de rester, et il est bloqué, prostré, il est en état de choc, et il est dans cet état un peu de dissociation, c'est-à-dire on sort un peu de soi, comme si on quittait son corps quelque part. C'est pas de la magie, hein, c'est pas du vaudou, c'est un état de blocage émotionnel, où on se coupe de soi, on sécrète des hormones qui provoquent finalement d'être paralysé, de moins penser, pour subir le moins de douleur possible. C'est exactement ces mécanismes mieux connus désormais qui ont lieu pendant un viol. C'est pour ça qu'une personne qui ne peut pas fuir, qui ne peut pas se défendre, il ne lui restera plus que de rester figé, immobile, ne plus pouvoir parler, pas pouvoir se défendre, ne plus pouvoir rien faire, être en état de choc, en état de dissociation totale pour vivre le moins possible de douleur. Pardon pour ces analogies un peu difficiles, mais c'est important de bien comprendre l'état de choc, la dissociation. Donc un enfant qui subit des traumatismes répétés et qui ne peut pas y échapper, il est en état de choc répété. Et dans cet état de dissociation, il n'est pas capable de se sortir de ces situations-là. C'est vraiment très compliqué. Il faut savoir que ces états de choc peuvent être si violents que ça bouleverse complètement toute la chimie du cerveau, ça réorganise à l'intérieur de votre cerveau de nombreuses structures psychiques et vous pouvez littéralement exploser. Votre psyché peut complètement disjoncter et ne jamais vraiment se remettre. Vous avez comme ça des personnes qui se sont retrouvées en centre psychiatrique parce que un mari les avait quittées, parce que quelqu'un était décédé, parce qu'elles ont perdu un enfant. Voilà, il ne faut absolument pas sous-estimer les états de choc. C'est extrêmement violent, c'est un vrai bombardement, c'est comme une bombe traumatique en soi. Et quand on est dans ces états-là, on a donc des modifications qui s'installent en soi. Et ces enfants qui ont subi des traumatismes, une fois qu'ils deviennent adultes, ce sont des personnes que vous allez retrouver souvent qui vont être très anxieux, très angoissés. Elles savent exactement ce qui leur est arrivé, elles vont être très conscientes, elles vont vous raconter. Je sais que j'ai été virée de chez moi, je sais que j'ai subi des abus, je sais qu'il y a eu des violences dans ma famille. Les personnes sont capables d'en parler sans aucun problème. Et elles vont être anxieuses, elles vont être angoissées. Souvent, elles vont se culpabiliser de choses. Elles vont aussi avoir des petites phrases comme ça en disant « Quand j'étais jeune, j'étais très mignonne, j'attirais les garçons. » Voilà, il y a toujours des petites justifications, voilà, des petites phrases. Elles tentent d'expliquer avec des mots ce qui a été vécu. Et ça donne plein de situations comme ça, décrites avec beaucoup de remise en question, de se dévaloriser énormément, de donner l'impression d'avoir ressenti cette impression d'être qu'un objet. Vraiment, l'estime de soi peut être à zéro. Manque de confiance en soi. Et aussi des symptômes physiques. Des gens qui vont peu sourire, qui se mettent beaucoup à distance, qui se protègent, qui sont derrière des carapaces, des matières blindées. Pas avec tout le monde, pas tout le temps. Et justement, elles ne maîtrisent pas les moments où elles se retrouvent en repli. Parce que quand, dans leur quotidien, de près ou de loin, quelque chose ressemble à ce qu'elles ont vécu de violence,
d'emprisonnement, d'insupportable, de violence telle psychique et physique, que ça réactive en elles finalement des prostrations. Et elles ne vont pas se rendre compte forcément, si ça vous est arrivé, vous voyez en vous, dans votre quotidien, si vous avez l'impression de reconnaître ces symptômes. Et voilà, d'avoir installé une carapace, avec la majorité des personnes, de souvent être figé, peu d'expression, l'impression d'être des fois spectatrice de votre vie, d'être un petit peu observatrice, d'être dans cet état de dissociation, hors de son corps, un peu étrangère aux situations qui se passent autour de vous. Voilà aussi un peu physiquement et mentalement ce que l'on peut ressentir. Ce qui arrive à ces personnes aussi, c'est que lorsqu'elles racontent la scène, ça peut être raconté de manière extrêmement froide, factuelle. Et en même temps, quand vous les regardez bien, si le traumatisme raconté avait lieu quand la personne avait 12 ans, eh bien en fait, devant vous, vous avez la personne qui est en train de régresser à 12 ans. Il y a un mécanisme, un fonctionnement de régression d'âge. Alors, on le fait tous. Quand on raconte une scène agréable dans la cuisine, j'étais en train de faire des gâteaux, je sais pas, avec ma cousine, et c'était super sympa. Et bien en le racontant, on peut avoir l'impression de nouveau d'avoir 10 ou 12 ans dans la cuisine avec sa cousine. Et bien de la même façon, quand on raconte des traumatismes, on peut mettre tout ça à distance, mais au fond, il y a une possibilité de régresser d'âge, et finalement que souvent émerge de vous. Les gens, si vous observent, ils ne sauront pas forcément exactement le décrire, mais c'est comme si vous régressiez à cet âge de petit enfant. Et c'est là où c'est grave, parce que dans le quotidien, si vous rencontrez des personnes toxiques, des gens mal intentionnés, ils vont sentir la fragilité. Il se peut très bien qu'ils s'engouffrent pour venir vous malmener, vous maltraiter, voire vous détruire. Parce que c'est aussi quelque chose qui arrive quand on a vécu des choses difficiles dans l'enfance. On est beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable et soumis finalement à la rencontre de personnes toxiques qui vont encore une fois abuser de vous, soit de la même façon que vous avez connu dans le passé, soit d'autres façons. En tout cas, ils peuvent sentir votre vulnérabilité, votre fragilité. J'y reviendrai sur ce sujet. Voilà, des sociopathes, des psychopathes, des pervers et autres qui ont une capacité accrue à déchiffrer la vulnérabilité. Et si c'est le cas pour vous, d'être parfois vulnérable à cause de traumatismes vécus, bah c'est dangereux, c'est embêtant de croiser ces personnes. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est que oui, vous savez que vous avez vécu des traumatismes, vous savez les raconter, vous en avez le souvenir, mais vous êtes encore victime d'une bombe traumatique qui est sous-jacente. Vous avez l'ensemble des souvenirs et une racine émotionnelle rouge vive. C'est vraiment comme de la lave. C'est là et ça vous fait réagir sans que vous contrôliez finalement dans votre quotidien. Vous pouvez être en train de vivre des choses et vous ne vous rendez pas compte que de près ou de loin, ça rappelle ce traumatisme et ça vous fait réagir de manière finalement inadaptée. Vous ne vous sentez pas légère dans votre vie, pas forcément libérée, pas cool, pas vous. Et c'est extrêmement désagréable. Aussi souvent triste. Et de se dire même des fois, dans ma relation de couple, mon mari il est extra et puis moi je suis toujours celle qui est triste et qui va pas bien. Et j'aimerais bien que ça cesse. Donc important de savoir que il faut travailler sur ces nœuds émotionnels. Pourquoi je dis il faut? Parce qu'on peut. Il n'est pas utile d'aller voir un thérapeute et de se dire je vais exhumer tous mes traumas, je ne veux pas les revivre. Puis après, une fois que ce sera tout réactivé, avec toutes les années que j'ai travaillé, essayé d'oublier, et là maintenant, je vais réactiver ça pour plein d'années. J'ai envie de vous dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ma part, je travaille à la libération des traumas via les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, de sophrologie, d'hypnose. Je suis spécialisée dans la libération des traumatismes. Et l'idée, en fait, c'est d'aller travailler à ce que le nœud émotionnel, la scène en elle-même, avec la racine émotionnelle attachée, on puisse dissoudre ce nœud et provoquer en vous un nouveau vécu, un autre vécu, autre chose, et de venir remplacer ce vécu. Celui-ci, il se dissout et vous remplacez par un contenu émotionnel plus agréable,
En tout cas, loin à 1000 lieues de ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui provoque finalement la libération. Le souvenir est intact, mais votre réactivité émotionnelle n'est plus la même puisque vous n'avez plus en vous la bombe traumatique. De 10 sur 10 d'intensité, tout cela a diminué par exemple à 2-3. Donc ça reste beaucoup plus gérable. Et à chaque traumatisme vécu comme ça, on peut venir faire cette substitution. Le trauma, le nœud, la racine émotionnelle, la bombe traumatique qui provoque dissociation, coupure de soi, remise en question, angoisse, anxiété, on vient remplacer par quelque chose de plus agréable. Donc on utilise bien sûr la PNL, les neurosciences, et toutes ces transformations peuvent se faire dans les séances directement. Pour ma part, je propose en général un accompagnement en sophrologie dans lequel j'intègre des séances d'hypnose, si besoin, pour aller travailler les traumatismes et si la personne, bien sûr, en a besoin. Donc, il était important pour moi de vous partager ici que des traumas d'enfance répétitifs, c'est hautement toxique pour vous et il n'est pas nécessaire de rester bloqué dessus. Trouvez des thérapeutes qui travaillent sur les causes. On appelle ça soit travailler sur les symptômes, soit on travaille sur les causes et aussi les symptômes. Travailler sur les symptômes, c'est vous êtes angoissé et on travaille à ce que vous soyez plus serein, plus sereine. Un accompagnement par exemple en sophrologie pour être plus serein. Et vous avez les personnes qui, comme moi je suis thérapeute causale, j'appelle ça comme ça, où je vais essayer d'aller identifier l'ensemble des problématiques qui peuvent venir vous plomber et provoquer ces réflexes d'angoisse et d'anxiété, en plus de ce que vous vivez dans votre quotidien. Une anamnèse bien complète. L'anamnèse, c'est le premier rendez-vous, le premier entretien, le premier questionnaire, pour pouvoir mettre tout ça dans des exercices de sophrologie comme un entonnoir d'entrée, et on vient tenter de dissoudre ces traumatismes. S'il y a besoin de plus, on va travailler dessus en hypnose. On y va à deux et on vient avec beaucoup de bienveillance vers un chemin de guérison. L'idée n'est pas de, voilà, encore une fois, d'exhumer un trauma puis après de dire débrouillez-vous avec ça. On espère que ça va guérir tout seul avec le temps. Je reviendrai d'ailleurs sur le temps, est-ce que ça permet de guérir ou pas les traumatismes. En tout cas, là, l'idée, c'est qu'on va faire un chemin de guérison. Il y a plein d'outils, plein de façons, plein d'accompagnements pour aller guérir ces traumatismes. Donc voilà, je voulais vraiment vous accompagner à ça. Si vous avez été traumatisé, vous pouvez vous en sortir. Ne restez pas bloqué avec ça. Du coup, comment agir? Première chose, se faire accompagner. Seul, c'est impossible, c'est difficile de se sortir de traumatismes lourds. En tout cas, à deux, c'est tellement plus facile et tellement plus rapide et tellement plus confortable et tellement plus bienveillant. Vraiment, faites-vous ce cadeau pour vous en sortir. Faites-vous accompagner. Si ce n'est pas l'heure pour vous d'être accompagné, qu'il n'y a pas encore, je ne sais pas, les moyens financiers, ou il y a un obstacle, faites cet exercice. Je vous propose cet exercice de vous observer et de faire le point. Est-ce que oui ou non, finalement, vous allez bien? Est-ce que je me sens angoissée tout le temps? Est-ce que je me remets en question tout le temps? Est-ce que j'ai l'impression d'être nulle, de trop, pas à ma place, souvent figée, je mets une carapace autour de moi, ou au contraire, je me sens complètement vulnérable et finalement, je suis blessée par tout ce qui arrive. Je me retrouve tout le temps dans des relations toxiques. Voilà, si tout ça, ça vous arrive, observez-le et voyez si finalement tout ça, désormais, vous savez le gérer. Et si ce n'est pas le cas, gardez dans votre tête, jusqu'à ce que ce soit l'heure pour vous, que ce soit possible, d'aller vous faire aider et de pouvoir travailler. C'est pas forcément long, c'est pas forcément si coûteux non plus. Donc vraiment, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Voilà, mon message d'aujourd'hui, c'était ça. Ne restez pas avec vos traumatismes et avancez vers la libération de ces trop-pleins émotionnels, que ce soit physique, mental, émotionnel, il y a des trop-pleins. Important de s'en libérer. Et parfois, vous allez me dire, j'ai pas d'émotion, j'en ai plus du tout parce que je suis coupée. Effectivement, c'est-à-dire que le trop-plein, il est quand même à l'intérieur, mais que là, tout est bridé. Quoi qu'il arrive, voilà, je vous invite à vraiment faire attention à vous, à aller vers plus de douceur, vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, être bien accompagné, bien entouré,
Et quand ce sera l'heure, qu'il y aura les moyens financiers, que vous en aurez envie, qu'il y en a besoin, eh ben, allez vers la libération émotionnelle, allez travailler ces traumatismes, ces états de dissociation, cet état de stress chronique. Voilà, donc j'accompagne moi des personnes sur ce chemin-là. Je vais vous remettre dans les observations, dans les indications en dessous, peut-être un ou deux exercices pour que vous puissiez tout de même aussi vous apaiser si cette vidéo a été un petit peu bouleversante, et puis que vous puissiez évacuer les trop-pleins émotionnels et vous faire du bien, ce sera tout à fait intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur ce sujet ou d'autres. Voilà, n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient et dites-moi si vous êtes prêt à avancer sur vous, à aller vers plus de bien-être pour avoir un quotidien plus libéré, plus léger. Important, j'ai oublié de vous dire, donc j'y reviens, j'allais oublier. Souvent les personnes qui ont souffert ne veulent pas travailler sur elles parce qu'elles ont peur des conséquences. Et se dire désormais je vais me couper de toute ma famille, je vais me couper de tout le monde. Et en fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Parce que quand on est dans un état de dissociation, un état de stress chronique, où on est en coupure avec soi-même, on est finalement en mode survie. Et dans ce mode survie, on peut avoir des pensées très réprimées ou très inconscientes, d'envie de guerre, de violence, de vengeance, etc. Quand on a travaillé sur soi et qu'on a provoqué la dissolution des nœuds émotionnels, là, des bombes traumatiques, de nouveau, on est plus apaisé. C'est comme si on pouvait marcher tranquillement sur sa route, reprendre sa vie. Et on a plutôt envie de paix et de sérénité. Donc on n'est pas en train de se mettre en guerre avec tout le monde. On n'est pas en train de se couper de tout le monde. C'est juste que désormais, on gère mieux les choses. Il y a certaines personnes, on leur dit moins de choses. On les côtoie différemment. On se rapproche d'autres personnes. Donc, vous allez vers plus de légèreté, vers plus de sérénité, vers plus de paix. Et vous quittez le mode de guerre et de violence. Voilà, si ça peut vous rassurer aussi, c'est important. J'aurai sûrement encore plein d'autres choses à dire et je reviendrai sur tous ces sujets dans d'autres vidéos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous apporte cette vidéo, ce que vous êtes prêts et prêtes à faire pour changer vos vies. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et que vous puissiez vous libérer vos vies. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Moi, c'est Céline Gréco, je suis sophrologue, hypnothérapeute, thérapeute voilà, qui travaille sur les causes. Et je suis ravie d'accompagner toutes les personnes qui sont en souffrance à se libérer des trop-pleins émotionnels qui sont destructeurs, handicapants, pour retrouver une sérénité durable. Et même si vous avez déjà essayé plein de choses, je vous assure, on va y arriver. Restez sur cette chaîne et vous pourrez vous transformer. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une belle soirée si c'est le soir, un bon matin, une bonne nuit. Voilà, je suis avec vous de tout cœur. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, bye.